pouvoir pour prouver lequel. Et maintenant, je laisse la parole à Romain. La scène est à toi. Bien, merci Jean-Yves, merci Ricardo, merci Jerry. Merci aux organisateurs et aux sponsors. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et pour commencer alors, je sais pas si je peux mettre en évidence pour tout le monde. Là, ça devrait marcher comme ça. Là. Vous devriez l'avoir en gros. Ça devrait être pas mal. Donc merci aux sponsors, c'est hyper important, d'avoir ces sponsors qui soient présents pour organiser ce type d'événement. La fédération de communauté, d'où qu'elle vienne, où qu'elle soit, c'est toujours, c'est ça aussi qui fait vivre l'agilité. Donc merci à tout ça parce que ça demande énormément de travail. Alors je sais pas si on pourrait pas profiter de l'espace de discussion, voilà, juste pour faire du bruit sur le chat et pour dire combien vous aussi vous êtes contents, alors faire des claps, des emojis, ou juste de dire bravo aux organisateurs. Je pense que ça leur fera du bien. Et ça fait toujours plaisir quand on a mis autant de cœur de voir les gens qui réagissent comme vous. Alors, avant de démarrer cette conférence, je voudrais tout d'abord la dédier à quelqu'un. Cette conférence, elle est pour toi. J'ai regardé dans la liste des participants. Malheureusement, il n'y en a pas. Mais si par hasard, il y a un replay de cette conférence, eh bien, cette conférence, elle est pour tous les Gilles. Tous les Gilles qui ont souffert à un moment donné d'une vanne en formation ou en coaching, puisque les méthodes agiles, elle est pour toi, Gilles. Tous les Gilles qui ont à un moment donné côtoyé une équipe agile ont vécu cette vanne-là. Et peut-être que réinventer l'agilité, ce sera peut-être aussi renouveler les vannes, en tout cas cette vanne-là. Franchement, je compatis de tout mon cœur. Alors, je précise que dans cette conférence, réinventer l'agilité, je ne parlerai ni de framework ni d'outils. C'est pas forcément le créneau. Et mon créneau, peut-être pour me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Romain Couturier. J'ai mon cabinet de conseil depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Je travaille autour de trois sujets que j'affectionne particulièrement. Le premier, c'est ce qu'on appelle la facilitation graphique. Ça va être la modalité de présentation que je vais utiliser pendant toute cette intervention. En gros, le principe, c'est de représenter de manière visuelle des idées qui sont pas forcément simples à se représenter. Je travaille comme beaucoup de monde avec ce qu'on appelle les outils d'intelligence collective. Donc, je fais de la facilitation d'ateliers, des démarrages, des kick-offs, de la résolution de problèmes, et tout ça avec des pédagogies très variées comme les jeux. Voilà, il y en a plein. Et puis si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, à la base, à la toute base, si j'utilise ces modalités pédagogiques, c'est parce que je les ai utilisées dans mon métier principal, qui est l'agilité. Alors, je suis mon historique en agile, voilà, ma première itération, elle remonte à peu près à 2007. Je me suis auto-proclamé coach agile en 2000, je crois que c'était en 2011, un truc comme ça. Et puis, quand on essaie de définir ce qu'est un coach agile, ouais, c'est pas forcément très très clair. On peut dire que c'est un agitateur organisationnel. Le dernier que j'ai trouvé sympa, c'est un ergonome d'interaction. Sur ma carte de visite, j'ai mis facilitateur systémique. Ça parle pas forcément tout le genre. C'est très, moi j'aime bien parce que c'est un peu poétique, mais voilà. Des fois, ça trouve un peu ses limites. Alors, pour bien comprendre ce que ça veut dire, en gros, le dénominateur commun entre tout ça, c'est que surtout, l'idée, c'est de mettre en action de faire réfléchir les gens, quels que soient les moyens. Et je trouve que l'agilité est un moyen à peu près merveilleux pour actionner ce qu'il y a de plus performant dans l'esprit de chacun, à savoir le cerveau qu'on a. Normalement, tout le monde en a un. Et il fonctionne à peu près bien. Je trouve que dans l'agilité, il y a une valeur, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la notion de prendre soin. Et prendre soin des gens. Et prendre soin des gens, ça commence par
par une question toute simple. Quand je démarre une séance de coaching, soit avec un individu ou une personne, et c'est juste de poser la question, comment ça va? Comment ça va? Alors, c'est vrai que là, on est à distance, donc je vais pas, malheureusement, ce serait tellement intéressant de faire un tour de table à 274, mais on le fera pas. Vous pouvez vous poser la question de comment ça va. J'aimerais savoir comment ça va. Je n'aurai pas le retour parce que je vois pas les caméras non plus. C'est terrible. Il n'y a rien dans les discussions, donc je ne le vois pas non plus. Peut-être dans les questions-réponses. Alors, pour l'instant, dans les questions-réponses, il y a juste bonjour, on est content d'être là. Et ben, c'est déjà bien. Ça veut sans doute dire que la réponse est oui. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Et si on voulait aller plus loin, maintenant qu'on sait comment ça va, j'espère que vous allez bien. Alors, Le chat disable, difficile de l'utiliser. Ah oui, voilà. On pourrait demander aux orgas d'activer le chat. Ça, ce serait pas mal. Alors, on va voir si on peut activer ça en live. Sinon, effectivement, vous pouvez le mettre dans vos questions. Et je relais les questions, en tout cas, pour l'instant. Et après, la question qui permettrait la question pour enchaîner, ce serait comment ça va? Comment ça va votre agilité dans votre organisation? La dernière fois que j'ai posé cette question aux conférences, autant les gens ils répondaient ça va au début, puis alors comment ça va votre agilité? C'était un petit peu plus variable. Quand on pose la question aux gens aujourd'hui, il y a différentes notions. Alors c'est vrai que vous pouvez, lorsque le chat sera actif, vous pourrez me dire si votre agilité elle est rayonnante. Il y a des organisations aujourd'hui qui ont une belle agilité. C'est pas forcément ceux qu'on entend le plus, mais en tout cas, ça existe. Voilà, des agilités où ça se passe bien, des agilités où les gens sont contents, des agilités où c'est performant. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a aussi énormément d'organisations où ça se passe bien, mais voilà, il y a aussi des ombres au tableau. Ça, c'est le réel. Dans pas mal d'organisations, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien cette agilité, elle est critiquée, elle est critiquable. Et parfois, et l'historique qu'on a nous permet de l'affirmer, ça se passe particulièrement mal, à tel point que l'agilité devient un objet de critique, peut-être même qu'on n'en veut plus. Alors, réinventer son agilité, c'était un titre un peu ambitieux. Je vais essayer de dessiner les contours de la suite de l'agilité. La suite de quoi? La suite d'une promesse, déjà. Parce que, à la base, l'agilité, ce sont de belles promesses. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, le monde est agile. 2023, pardon. Voilà, vous dites que le Pinbox 7 intègre l'agilité. Donc, c'est quoi les promesses de l'agilité? Il y en a plein. Il y en a plein, c'est la promesse déjà de qualité. Quand on fait de l'agilité, quand on pratique l'agilité, c'est parce qu'on veut faire des projets, des produits de qualité. Et l'agilité, elle est là pour répondre à cet enjeu de qualité. Il y a un enjeu aussi, une promesse de productivité. Ouais. Normalement, avec l'agilité, on est censé mieux faire les choses. Une augmentation, c'est souvent aussi ce qu'on imagine. Une promesse d'efficacité. Avec l'agilité, c'est souvent normalement, ce qu'on va faire sera bien. On va être très efficace avec l'agilité. C'est quand même aussi pour ça que ça vient remplacer un certain nombre d'existants en termes de gestion de projet interne. L'agilité, c'est cool. C'est la convivialité, l'agilité. La convivialité parce qu'on va travailler avec le sourire, avec plein de gens. Ça, c'est cool. D'ailleurs, l'agilité, c'est cool. Et quand je dis ça, je le pense sincèrement. Je pense que cette promesse, elle est parfois tenue. L'agilité, pour certaines personnes, c'est aussi
une promesse de rentabilité. Parce que si je fais mieux les choses avec des gens qui vont mieux, a priori, ça a aussi des effets sur mon modèle économique. Et puis s'il y a bien une attente très forte, parce qu'on la retrouve dans tous les écosystèmes, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus prédictible. L'enjeu de planification. Toutes ces promesses-là, l'agilité, elle est censée y répondre. On pourrait, si je résumais ça, on pourrait dire que c'est un enjeu de... les promesses de l'agilité, c'est quoi? C'est produire de la valeur en ayant des gens qui se sentent bien, tout en étant performants. Valeur, bien-être, performance. Donc ça, c'est un rappel simple pour... voilà, s'il y a des gens qui ont raté ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, l'agilité, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, ça pourrait être d'autres promesses. Hein. Vous pouvez rajouter d'autres mots qui finissent en IT. Je suis sûr que j'en ai oublié. Et parmi les autres mots qui finissent en IT, il y a des réalités aujourd'hui. Des réalités d'agilité. Qu'on soit une petite entreprise, qu'on soit une grosse entreprise, qu'on fasse des projets, qu'on fasse des produits, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public. Alors, j'ai essayé d'organiser ça pour essayer de structurer un petit peu ma pensée. Et je n'ai pas envie de rentrer dans ce qu'on appelle les trolls, c'est-à-dire les critiques faciles, mais juste essayer d'être sur un principe d'observation. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a des réalités. Il y a des réalités qui cohabitent. Pour moi, il y en a 6. La première réalité agile, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines organisations, on trouve de l'agilité parce que ça permet d'avoir une caution. C'est pas forcément des gens qui y croient, mais ça permet d'avoir le tampon. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Ça existe, c'est comme ça. Bon, c'est pas forcément là où l'agilité va plus se développer. Dans d'autres organisations, l'agilité, c'est pour amener une forme de sécurité. C'est sécurisant d'avoir le mot agile dans son organisation. Généralement, ces organisations ont fait des petites choses. C'est des gens qui savent que c'est pas tout à fait agile. Mais franchement, est-ce que c'est bien grave? Dans d'autres organisations, l'agilité commence à être une bascule. Ça devient une volonté. Une volonté, ça veut dire que c'est une intention, c'est un projet. Enfin, c'est un vœu. Après, ça va se transformer en projet. C'est-à-dire, on a un point de départ, on sait où on est, et on a une vraie envie de transformation. Si vous croisez des agilistes dans vos organisations, ou ailleurs, peut-être aujourd'hui, j'espère que vous en croiserez beaucoup, l'agilité est élevée au rang de valeur. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que simplement des méthodes, des outils. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de vivre. Et plus c'est recréé dans la valeur, chez certains, c'est quasiment entré dans l'ADN. C'est-à-dire que ça fait partie, on ne conçoit pas les choses autrement. Alors, c'est pas étonnant lorsqu'on arrive dans une organisation, qu'on constate un petit peu tout ça, que si vous mettez des gens qui voient l'agilité comme une caution avec des gens qui voient ça comme une valeur, comme de l'ADN, évidemment, ça clash. C'est sûr. C'est même garanti. Romain, c'est Géry, comme on a effectivement le chat qui est désactivé pour l'instant, j'ai un certain nombre de commentaires. Si à un moment tu veux que je te les lise. Ouais, on les verra à la fin. Ouais, voilà, très bien. On les verra à la fin, ouais, ça marche. Merci, Jerry. Agilité, ça rime avec réalité aujourd'hui, mais je disais que je voulais pas troller, mais quand même, il faut être honnête, ça rime aussi avec absurdité. Alors, lorsque j'ai donné cette conférence pour la première fois,
cette planche va parler des combinaisons pourries de l'agilité. Sauf que j'avais mis en titre combinaison pourrie. Résultat des courses, une personne a tiré un petit peu tout droit et a tweeté agilité pourrie, alors que ce n'était pas du tout le sens de mon propos. Je ne parle pas d'agilité pourrie. Je ne crois pas que ça existe, des agilités pourries. Toute l'agilité, elle est bonne. Par contre, il y a des paradoxes lorsqu'on va mettre l'agilité dans des contextes. C'est-à-dire, si on met vraiment de la vraie agilité dans des contextes qui sont, par exemple, nos limites, on va retrouver beaucoup... c'est quoi un contexte no limits? C'est assez simple. Hein. Vous essayez de faire par exemple, vous faites des exercices de priorisation avec des gens sur n'importe quoi, et tout passe en priorité 1. Ah. Ça, c'est le cas classique. Il y en a plein d'autres. Le no limit, c'est vraiment quand on ne sait pas définir de limites. Et donc, quand on met une vraie agilité, une pleine agilité dans un contexte qui est vraiment no limit, là, ça devient compliqué et ça devient absurde puisque il y a pas les compromis sont... l'agilité ne rentre pas pleinement dans un environnement no limit. Ou plutôt, l'agilité, pour qu'elle soit vraiment belle et qu'elle soit bonne, et qu'on invente une bonne agilité, qu'on la réinvente bien, c'est assez simple. On met des limites. L'agilité dans un cadre qui a des limites, oui. Le no limit, c'est le paradoxe de l'inefficacité générale. Si vous êtes dans un environnement qui ne limite pas le travail, vous êtes à peu près garanti qu'à un moment donné, ça va se tendre. Et donc après, quand je parle d'absurdité, c'est qu'après on pose des questions absurdes de dire oui, mais alors l'agilité, comment elle fait pour traiter le no limit? L'agilité, elle ne traite pas le no limit. Dans l'agilité, il y a des limites. Il y a des limites, il y a un P1, il y a un P2, il y a un P3. Ah, et là, des fois, quand on introduit cette notion-là, ça commence à... Ouf. Mais on peut trouver d'autres absurdités. On peut... si on met l'agilité dans un environnement qui est extrêmement multi, moi je parle de multi-tool. Le multi-tool, c'est quoi? C'est... vous en êtes peut-être... il y en a peut-être parmi vous. Hein. C'est des gens qui sont multi-projets, qui sont multitâches. Donc forcément, la question, c'est d'accord, mais l'agilité, comment tu fais? Moi, j'ai plein de trucs à faire. Moi, j'ai plein de projets. Et c'est quand même prodigieux, le multi. Parce qu'on arrive quand même dans les organisations à épuiser des gens compétents en les privant d'un besoin essentiel, c'est-à-dire d'être satisfait de terminer le travail. Parce que paradoxalement, quand on fait plein de choses, quand on fait trop de choses en même temps, le constat qu'on fait, c'est qu'on en termine peu. Et donc, une agilité dans un environnement où on serait ultra multi, l'agilité, vous allez voir que ça se heurte, ça va avoir du mal. Alors, on a le droit de faire un peu de multi. Je veux pas être extrémiste, hein. Mais pas trop. Ce principe-là, c'est commencer par terminer et arrêter de commencer. Commencer par arrêter, terminer des projets, avant d'en commencer des nouveaux, commencer par terminer des tâches avant d'en commencer de nouvelles. C'est un principe qui va avoir des répercussions au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau stratégique, compris sur les définitions de feuilles de route. C'est une absurdité de demander à l'agilité d'être efficace au sens où elle l'est par sa définition, dans un environnement qui ne propose pas les conditions de départ pour qu'elle le soit. Donc, ce qui est absurde, c'est de tenir absolument à une agilité et de tenir absolument à ces choses-là. Et puis les autres combinaisons qui sont quand même pas terribles, les dépendances. Alors, c'est quoi une dépendance? C'est lorsque vous avez des gens qui sont en train de travailler avec d'autres gens, mais qui n'ont pas la main sur leur planning. Cette dépendance-là, plus on en a, plus c'est compliqué. Alors, c'est marrant parce que on a dans pas mal d'organisations dans lesquelles j'interviens, il y a une logique assez forte qui dit bah oui, mais si on optimise globalement, si tout le monde est performant à son niveau et qu'on fait la somme de tout ça, ça devrait faire quelque chose de globalement performant. Et bien pas du tout. Parce que les dépendances vont être des freins. Les environnements sur lesquels il y a ces phénomènes-là ne sont pas des environnements sur lesquels on est perdu. Hein. Je vous rassure qu'il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Mais en tout cas, il va falloir faire bouger les choses. Soit on n'y va pas, hein,
Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Soit on fait bouger, ces choses-là. Mais malgré tout, je voudrais quand même avoir une pensée assez positive. C'est-à-dire que si on fait le bilan, si on fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Si tu as compris la référence, c'est qu'on a les mêmes goûts musicaux, c'est qu'on a écouté la même musique à la même époque. Et si tu l'as pas, je t'invite à chercher Neg Marron sur Internet. Si on demande aux gens, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire que, oui, malgré les défauts de l'agilité, et si on voit le verre à moitié plein, en fait, les gens, ils sont contents. Il n'y a personne aujourd'hui qui voudrait un retour arrière. Vraiment. De manière générale, je vois pas. Et aujourd'hui, l'agilité, je vois pas comment on va faire un retour arrière. Comment on va faire un retour arrière? Non, il n'y a pas. Donc l'agilité, elle est bel et bien vivante, elle est bel et bien là, elle est bel et bien installée pour longtemps. Et je pense qu'on peut être assez fier du chemin qu'on a tous accompli. Parce que c'est pas forcément évident d'introduire un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser. Alors les résultats sont peut-être pas tous à la hauteur des espoirs qu'on a, mais enfin à l'échelle à laquelle on travaille, on peut être quand même assez content. Donc pas de retour arrière. Pourtant, il y a quand même deux, trois défauts. Alors regardons les espaces dans lesquels on met de l'agilité. L'agilité, elle arrive souvent pour dépoussiérer un système. Des endroits où on a envie un petit peu de revisiter les sentiers, les codes. On va revisiter les interactions entre les gens. Ça marche, plus ou moins bien, plus ou moins efficace. Et puis un jour arrive l'agilité, et c'est très euphorisant, l'agilité. Et comprendre les principes de l'agilité quand on est au niveau individuel, c'est assez rapide, c'est assez facile. Voilà. Si on est à peu près bien câblé, on est à peu près ouvert à la question, c'est pas... Voilà, on est à peu près d'accord. Et donc, ça fait des gens plutôt motivés à le faire, plutôt motivés à être actifs et à transformer les choses. Et étonnamment, ça se heurte à plusieurs choses. Il y a ceux qui voudraient que ça porte des fruits tout de suite, voilà, cette espèce de vache à lait de l'agilité. L'agilité peut être vue comme une vache à lait, mais c'est pas ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas de récolter des bénéfices rapidement. Le sujet, c'est d'installer l'agilité sur le long terme. Et l'agilité, c'est lent. L'agilité, c'est lent. C'est lent à mettre en place. Dans un bouquin qui s'appelle La 5e discipline de Peter Senge, il appelle ça, ce principe-là, il l'intitule l'effet de retardement. C'est-à-dire que la mise en place de l'agilité ne va pas forcément proposer des résultats immédiats. Et c'est cette dualité entre ce besoin de résultats rapides, cette envie d'aller vite, qui est assez troublante. Du coup, on se retrouve avec une agilité lente, alors qu'en fait, c'est quand même étonnant, parce que quand on regarde la définition de l'agilité, il y a quoi au cœur? C'est juste un cadre où on parle de collaboration. On pourrait même parler d'hyper-collaboration. On est quand même dans une démarche où on met des gens très souvent ensemble. On met des équipes, on les force, on les invite. Mais sauf qu'il y a un truc auquel on ne nous a pas préparé quand on nous parle d'agilité. C'est pas un truc qui apparaît au début. Ça ne transpire pas au démarrage. C'est que plus on va être en hyper-collaboration, plus on va être au contact des autres. Et donc, à quoi est-ce qu'on va se heurter dès le début, très rapidement? Aux égos. Le sien, mais d'abord les autres, évidemment. Mais je vous laisse imaginer à quel ego les autres se confrontent. A priori, c'est le nôtre.
Et c'est là où on arrive sur une forme intéressante, c'est que l'agilité, ça devient une forme de pensée magique. Parce que ça, on ne l'a pas anticipé. C'est très rarement anticipé. Si on est hyper collaboratif, ça doit marcher. C'est quand même la promesse, a priori. Et donc, ce côté incantatoire, ce côté yaka, faucon, en anglais, on appelle ça du wishful thinking. C'est de la pensée magique. L'agilité peut être une forme de pensée magique. Réinventer l'agilité, c'est comprendre que l'agilité, ça n'est pas magique. Ou plutôt, ça deviendra magique si on met toutes les conditions pour qu'elle réussisse. Et ça, c'est un gros sujet. Alors, c'est un gros sujet, pas partout, hein, évidemment. Il y a plein de gens qui vont me dire non, mais attends, moi, je sais très bien gérer mon ego. Ça se passe très bien avec mon équipe. Oui, et heureusement, et tant mieux d'ailleurs. Le sujet, il se pose dans certaines situations et dans certains espaces. Est-ce que vous savez quel est l'état intérieur des gens? Comment ils se trouvent dans cette forme d'agilité? Il y a plein de gens que ça stresse, que ça tend, cette hyper collaboration. Et le gros sujet dans la pensée magique agile, c'est de dire que de penser ou de laisser croire, de laisser s'installer l'idée qu'en agilité, il n'y a pas de problème. L'agilité, à jamais dit, il n'y a pas de problème. Alors, on dit souvent que l'agilité ne résout pas les problèmes, elle les expose. Alors, s'il y a énormément quantité de problèmes qui sont exposables et qui sont traitables, les non-dits sont peut-être les problèmes les plus difficiles à exposer, à traiter. Et en anglais, il y a une expression merveilleuse pour ça. On appelle ça the elephant in the room. De quoi est-ce qu'on ne parle pas et qui pourtant nous pollue l'esprit? Si l'agilité peut traiter les problèmes à travers des outils, à travers des méthodes, si elle peut apporter des solutions techniques, si elle peut apporter des solutions en termes de processus, en termes de solutions, comment est-ce qu'on va aborder et comment on va autoriser l'exposition des non-dits? C'est une belle parole, hein? C'est facile à dire. C'est quasiment à l'image de ce que j'ai dit précédemment. Si les non-dits sont là, c'est bien parce qu'ils sont compliqués. Donc, finalement, je suis en train de réutiliser exactement ce que je critiquais juste dans la planche d'avant, c'est-à-dire la pensée magique. C'est extrêmement difficile, les non-dits. Et pourtant, pour se donner un peu une idée de ce que ça fait l'effet d'un non-dit, là, c'est un peu comme quand tu as 13 ans et que tu as des boutons plein la tête, tu vois. Et ben quand on éclate un, ça fait mal. Mais t'es vachement soulagé après. Et ben un non-dit, c'est à peu près ça. C'est pas forcément la meilleure métaphore, mais je pense qu'elle est assez illustrative pour bien comprendre l'intérêt d'un non-dit, l'enjeu de soulager cette partie-là. Et en agilité, on a les moyens de le faire. Et réinventer l'agilité, et l'inventer, c'est mettre l'accent sur un outil énorme, sur une action indispensable qu'on va retrouver à peu près partout. C'est dialoguer. Alors, tous les dialogues sont pas... tous les dialogues ne se valent pas. Il y a des dialogues dans plein d'organisations, dans plein d'équipes. Les dialogues, c'est facile. C'est facile parce que, voilà, on se dit les choses, on se dit tout. On a quelqu'un qui... Voilà, on sait s'écouter. Et puis, les sujets sont pas hyper compliqués. Ça, c'est... Le dialogue, il est naturel. Pour plein de gens, c'est naturel. L'agilité, dans les environnements où c'est facile, bon. Voilà, continuer à dialoguer comme ça, c'est très bien. Et inventer son agilité, ça va être porter une attention à la qualité de son dialogue. Il y a beaucoup de sujets dans les organisations qui sont éminemment complexes. Alors, comment on faisait avant le Covid? Pour traiter ces dialogues complexes, on utilisait un objet qui est devenu quasiment vintage maintenant, c'est les post-it.
Ah, c'est devenu un petit peu plus compliqué parce que les dialogues maintenant sont aussi installés en hybride. On le voit d'ailleurs à travers cette intervention, hein. Je ne peux pas dialoguer, nous ne pouvons pas dialoguer oralement ensemble, au mieux par le chat. Et pourtant, je trouve que il me semble que le distanciel amène une opportunité fabuleuse, puisque on peut réapprendre, il nous oblige à apprendre le dialogue, parce qu'on est obligé de protocoler les conversations. Certains me diront, oui, mais il manque la machine à café. Bien sûr, il manque la machine à café en distanciel. Il manque plein de choses en distanciel. Mais c'est impératif de structurer la conversation. C'est enfin porter attention à la qualité du dialogue et à la structure et comment est-ce qu'on va développer son écoute. Et puis, il y a des dialogues qui sont peut-être perdus, parce qu'il y a il y a des organisations, il y a des personnes, il y a des équipes. Et le défi, c'est clairement de traiter les problèmes. Et que ça paraît évident, parce que justement, il y a des non-dits. Alors, comment on va faire à ce moment-là? Peut-être qu'on peut se tourner vers d'autres approches. Moi, en tout cas, j'ai trouvé dans les pratiques narratives un remède à ça qui est assez fabuleux. Parce que ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Quand on travaille avec les pratiques narratives, la personne est la personne et la personne n'est pas le problème. Cette phrase a changé ma vie. Puisque à partir du moment où le problème est le problème et la personne n'est pas le problème, eh bien, on vient d'avoir et de créer un objet commun qui s'appelle le problème autour duquel on peut discuter. Je suis conscient qu'en disant ça, c'est toujours pas facile. Maîtriser, gérer, entretenir le dialogue, ce sera la tâche. C'est déjà la tâche de quelqu'un. De qui? D'une personne qu'on a cherché à identifier avec une consoeur qui s'appelle Elise Barallon, que je salue et que j'embrasse au passage, avec qui on a désigné, par ce terme qui nous paraît être le plus générique, le maître agile. Qui est le maître agile? Qui est la maîtresse agile? Cette personne qui va véritablement maîtriser cette agilité, qui va en être le ou la garante, qui va entretenir le dialogue, qui va être concentré là-dessus. Il me semble que dans les organisations, trop peu de personnes sont encore maîtres agiles. Inventer son agilité demain, c'est avoir des personnes qui la gèrent, qui la traitent, des personnes qui sont légitimes dans leur action, et qui soient aussi légitimées pour avoir des zones d'intervention qui soient les plus larges possibles. Ce sont des rôles qui se créent, qui arrivent, qui émergent. Et j'ai vraiment une pensée pour toutes celles et tous ceux qui font ça au quotidien, parce que franchement, autant c'est passionnant, autant c'est difficile. Alors, un réflexe facile, ce serait de se dire que les maîtres agiles sont, je trouve peut-être chez les coachs agiles, moi personnellement je suis favorable parce que c'est mon activité, mais il me semble que les organisations gagneront à avoir et à développer ces compétences-là, ou ces métiers-là, ça peut être ou l'un ou l'autre. Et donc, à partir du moment où on sait avoir un maître agile qui est légitime pour traiter ces questions du dialogue, et où est-ce qu'il va exposer ça? Dans tous les rituels d'agilité qui seront mis en place. C'est le lieu d'exercice du maître agile. Un rituel, c'est quoi? C'est une rencontre. Il y en a plein, hein. En fonction des méthodes que vous allez choisir, en fonction des frameworks. Voilà, on va pas les lister aujourd'hui. C'est pas je pense que vous les connaissez aussi bien que moi. Et ce sont à quoi moi je sers dans ces rituels? Parce qu'ils sont documentés, ils sont décrits. On voit très bien comment ils doivent fonctionner, comment on peut les exécuter. Sans doute qu'en tant que maître agile, j'ai un enjeu de réexpliquer les règles de fonctionnement, mais surtout, ma mission, c'est de m'assurer que lorsque une personne participe à un rituel, quel que soit son rôle, quelle que soit sa mission, quel que soit son historique dans l'organisation, je puisse lui garantir la sécurité émotionnelle. Et ça, ce sont des principes de facilitation qui sont assez simples.
Je dois être attentif au démarrage à un ensemble de questions. Qui est présent? Pourquoi on est là? Pourquoi on a ce rituel agile? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'y prendre? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on est en train de refaire quoi? On est tout simplement en train de réinventer le QQ au QCP. Hein. C'est fou. L'agilité n'invente rien. L'agilité repositionne les outils évidents. Moi, en tant que maître agile, je vais avoir cet enjeu majeur d'animer ces rituels, d'être attentif évidemment à leur bonne exécution, mais de toujours garder en tête que pour maintenir et avoir un bon niveau de dialogue, il n'aura lieu que parce que la sécurité émotionnelle est garantie. Dans certains espaces, c'est facile, dans d'autres, ça prend des semaines, voire des mois pour la voir. Alors, je vois que je vais essayer de repackager un petit peu tout ça dans c'est quoi l'agilité pour demain. L'agilité, il me semble en tout cas, moi, qu'elle doit être... Il y a des minimums aujourd'hui, quelles que soient les approches, quelle que soit la façon dont on l'aborde, quelle que soit l'expérience qu'on a, on va toujours retomber sur les mêmes objets, sur les mêmes sujets. On aura, en tant qu'agilité, des moments et des rituels d'amélioration. On peut les appeler comme on veut, on peut leur donner la fréquence qu'on veut, la durée qu'on veut. Au cœur de l'agilité, il y a la notion d'amélioration. Une amélioration récurrente et une amélioration fréquente. Une agilité sur les projets, une agilité sur les produits, une agilité d'équipe. C'est aussi un collectif qui va en permanence savoir apprendre, voire réapprendre, à prioriser et à trier. C'est un exercice auquel on se confrontera toujours. L'agilité le positionne comme un impératif. Ça existait déjà avant, mais en agilité, c'est obligatoire. On ne fait pas d'agilité sans prioriser. Pareil, ça peut prendre la forme qu'on veut, la fréquence qu'on veut, la récurrence qu'on veut. Ces priorisations. Tout ce qu'on aura à faire, eh bien, on va les visualiser. Cette visualisation, elle prend souvent la forme d'un tableau. Ces tableaux peuvent être physiques, ces tableaux peuvent être numériques, peu importe. L'enjeu du tableau, c'est pas tellement d'avoir un tableau, c'est que derrière la visualisation, c'est permettre à un collectif de se synchroniser autour des mêmes objets. Toutes les organisations qui font cet exercice-là, qui le créent, découvrent des nouvelles dynamiques au sein de leurs équipes. C'est ça, inventer et réinventer l'agilité. Et on trouvera aussi toujours au sein de l'agilité un impératif de montrer ce qu'on a fait, montrer ce qui est terminé. Et comme l'agilité est une boucle vertueuse, on repartira sur ces objets. Améliorer, prioriser, visualiser, synchroniser, montrer. On aura toujours besoin de ça. Ça, c'est concret. Et ça, demain, c'est peut-être une méthode, un framework, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, c'est une agilité minimum qui peut se concrétiser dans n'importe quel type d'environnement. Et aujourd'hui, l'agilité, on sait très bien qu'elle dépasse l'informatique. L'agilité est transposable dans n'importe quel type d'environnement. Restera à voir si les technologies sous-jacentes le permettent, bien sûr. Alors, en conclusion, l'agilité, je parlais d'être patient, de mettre des limites, de faire le bilan des progrès qu'on a réussi à faire au sein de nos organisations, de développer d'être vigilant sur son ego et du poids qu'il peut avoir au sein de son équipe, d'oser dire les choses par des objets simples comme le dialogue, qui sont à la fois basiques et en même temps si complexes, de cultiver son excellence agile, d'entretenir cette agilité, notamment par les rituels. Vous allez voir qu'en faisant ça, l'agilité que vous allez inventer, l'agilité que vous allez réinventer, elle sera belle, elle sera merveilleuse,
vous allez l'aimer. Et en même temps qu'on arrive à cette conclusion, je me rends compte quand même qu'il y a un petit élément de détail que je n'ai absolument pas abordé. Si vous avez bien suivi, on a oublié un petit peu de parler de nos utilisateurs. Alors c'est dommage parce que le temps nous manque pour aborder ce sujet ô combien essentiel et important à l'agilité. Parce qu'après tout, l'agilité, c'est un petit peu pour eux, non, qu'on a fait. Un petit peu tout ça, tout ce qu'on a mis en place, c'est pour eux. Alors c'est peut-être quelque chose à développer dans une prochaine intervention ou dans une prochaine conférence. Donc, pour inventer ou réinventer son agilité, à défaut de savoir comment l'implémenter avec nos utilisateurs, on peut peut-être déjà commencer et revenir demain avec les gens avec lesquels on travaille et se poser la première question. Comment ça va, notre agilité? Et ajouter derrière, et comment vont nos utilisateurs? J'espère qu'avec tout ça, vous saurez inventer et réinventer votre agilité. Je vous remercie. Merci Romain. J'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de commentaires. On a vu que le chat n'était pas activé. Normalement, maintenant, ça y est, il est activé. Je vois les commentaires qui arrivent. Merci à tous. Entre-temps, nous avons eu des questions. Dans les questions, il y avait beaucoup de commentaires déjà. Bah oui, évidemment. Alors, on est agile, on s'adapte, évidemment. Il n'y a pas que ça. Je vais essayer de balayer très rapidement pour ressortir les questions. Alors, d'abord, faut-il une certification pour avoir un fond d'écran aussi magnifique que celui qui est derrière Romain? Une question à répondre plus tard. Ensuite, alors, il y avait la réponse derrière. Ensuite, parce qu'il y en a 70, hein, donc on y va, on balaye, j'ai pris des notes. Merci beaucoup. Alors, la meilleure vanne agile, ok. Ensuite, Petite question sur Doing Agile et Being Agile. oui, voilà. Quelle est la question? Est-ce que tu peux parler de la différence entre Doing Agile et Being Agile? Est-ce que je peux parler de la différence entre Being Agile et Doing Agile? Je peux. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le... Sous quel angle? Les gens expliquaient qu'ils faisaient beaucoup de Doing Agile et pas assez de Being Agile. Ouais, alors, je sais pas comme ça. Peut-être que si j'avais de placer doing versus being, ce serait plutôt ici. Peut-être par là. C'est un sujet qui anime ceux qui sont vraiment dans le... Voilà, moi, je le comprends très bien, parce que quand on est dans les valeurs et dans l'ADN, moi, je suis quasiment... Enfin, je pense aujourd'hui, je suis entre les deux, là. C'est sûr que quand je vois des équipes qui exécutent de l'agilité, bah, pendant longtemps, je me suis dit, quel dommage, ils n'ont pas saisi. Il me semble que il y a pas d'obligation. La question, c'est surtout à quoi répond l'agilité. Après, il y a plein d'organisations pour qui Doing Agile, c'est déjà énorme. Being, c'est une telle transformation qu'on ne peut pas trop demander. Je ne sais pas si ça doit être un but non plus. Donc, j'avoue que j'ai pas trop de religion sur la question. De quoi les gens ont besoin? Est-ce que, et s'ils ont besoin de vivre les valeurs, bah c'est très bien. C'est très bien. Par contre, je trouve que la tension, elle réside lorsqu'on a des gens qui sont dans le being agile et qui ont en face d'eux des gens qui sont dans le doing, et que les uns et les autres ne se comprennent pas, tout simplement parce que c'est pas le même projet, en vrai. Petite question sur est-ce qu'on est capable de faire de l'agilité dans un environnement SAP? Bon, ça sent le troll. Hein. Alors, je suis pas expert des SAP, mais je crois que j'ai vu passer aussi une question, est-ce qu'on peut faire de l'agilité dans le BTP? On pourra en rajouter plein comme ça, tous ces environnements qui semblent extrêmement figés, extrêmement
avec énormément de règles, des écosystèmes qui sont très lourds, qui sont très gros, qui sont très vastes, avec des réalités qui sont pas qui sont pas bisounours. Maintenant, la question de l'agilité, est-ce qu'on peut la faire? Bien sûr. Est-ce qu'on peut dialoguer? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Est-ce qu'on peut être transparent? Oui. Est-ce qu'on peut livrer un truc tous les 3 jours parce que c'est ça être agile? Ben non, je pense pas, parce que c'est sûr qu'un pont, un bâtiment, un SAP, on va pas le livrer en 3 jours. Maintenant, si on l'envisage comme comme une modalité collaborative et d'hyper-collaboration, je vois pas en quoi ces espaces-là sont pas possibles. Et il y a plein d'expérimentations qui montrent que c'est faisable. Et il y a aussi plein de contre-exemples. Mais à chaque fois, on retrouve cette notion-là, c'est-à-dire c'est la notion de silo, c'est la notion de cloisonnement qui revient. Je parlais tout à l'heure des dépendances. Les dépendances sont des créateurs sont pas les créateurs de dialogue. On va les structurer et les processer par des outils, par des règles, par des fonctionnements. Étonnamment, quand on recrée des instances de dialogue, ça remarche. Alors, je ne dis pas que c'est simple sur des gros projets. Et peut-être que si on appuyait un tout petit peu plus dessus, peut-être qu'on découvrirait des choses étonnantes. Moi, je l'ai fait chez un bailleur. Voilà. On a mis en place de l'agilité chez quelqu'un qui gère un parc d'appartements. Leur job, c'est d'intervenir chez des locataires, des gens qui habitent une copropriété. Donc voilà, une serrure cassée, une ampoule grillée, une dégradation dans les parties communes. Et donc à chaque fois, ce sont des corps de métier qui interviennent, mais qui sont complètement décloisonnés. Et ben, on a retravaillé, non pas sur les outils classiques qu'on va retrouver, mais on a travaillé sur le dialogue. Et concrètement, en mettant en place des vrais rituels, et ça a transformé leur vie en vrai. Et au début, ils n'y croyaient pas. Donc, il me semble que dans un environnement, il faut qu'il y ait quelqu'un, ce maître agile. Le maître agile, il ne peut pas être en doing, il est forcément en being. Parce que le being, c'est t'y crois. Voilà, t'y crois. Et t'y crois contre vents et marées. Et si l'agilité, elle est bien pensée, alors oui, elle sera au service des gens. Si elle est mal pensée, non, ça sert à rien. Et il faut peut-être mieux faire du SAP en projet classique plutôt que de faire une mauvaise agilité. Au moins, on sait sur quoi on part. Justement, j'avais une dernière question de conclusion sur comment tu fais pour embarquer les gens qui sont réfractaires au changement? Mais on les embarque pas. On les embarque pas, les gens réfractaires au changement. Déjà, ils ont raison. Ils ont raison. Enfin, faut bien. Moi, c'était une question que je me posais il y a 10 ans quand j'ai démarré et à laquelle je voulais absolument répondre. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est surtout pas la bonne question, en fait. Parce que des gens réfractaires au changement, en fait, étonnamment, le paradoxe de l'agilité, c'est que plus tu es contre et plus tu leur proposes ce modèle, mais plus ils sont contre. Donc, on obtient exactement l'inverse de ce qu'on veut avoir. Non, quelqu'un qui est contre, on lui demande de nous expliquer pourquoi il est contre. Et on l'écoute, et peut-être juste de reconnaître sa résistance. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point la reconnaissance des résistances, elle se fait pas forcément sur l'agilité. C'est ça qui est rigolo, c'est que elle se fait parce qu'en fait, il y a plein de choses. Ah, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est des gens qui vont pas bien, c'est des gens qui croient plus, c'est des gens qui ont plein d'expériences et qui n'ont pas d'exemple pour te dire, mais attends, mais ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi ce truc-là, il marcherait? Donc après, on est quasiment dans de la croyance, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas envie. Donc non, on va travailler avec des gens qui ont de l'énergie et qui sont moteurs. Après, si la question c'est, oui, mais attends, mais si tout le monde est résistant au changement, et la bonne réponse, c'est, enfin, en tout cas pour moi, je mets pas d'agilité dans des espaces où les gens sont contre. C'est fatigant, c'est épuisant, on crée des tensions. Par contre, on peut juste leur expliquer ce que c'est, sans leur demander de changer. Parce que les gens, ils n'ont pas envie. Et moi, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui n'ont pas envie. Du coup, quand je leur dis ça, les gens, eh ben, soudainement, on est d'accord et ils sont contents. Du coup, ils sont moins réfractaires. Donc c'est ça aussi, comprendre comment sont construites les modalités de dialogue, c'est peut-être, voilà, je pense que le tort peut-être qu'on a eu quand on est dans le being agile, c'est de penser que notre pensée est la bonne. Et ben pas forcément. Donc l'agilité correspondra à ceux qui y croient et qui ont envie et qui ont un besoin, donc il y a quand même plein de facteurs. Il faut coacher les réfractaires, ouais, peut-être, mais coacher quelqu'un qui n'a pas envie, je ne sais pas si déontologiquement c'est inscrit, quoi.
Moi, je coache pas les gens qui n'ont pas envie parce qu'ils n'ont pas envie. Par contre, le jour où ils ont envie, là, on a de l'énergie et là, on fait des choses, y compris avec des gens qui ont des peurs, qui ont des résistances. Mais clairement, il y a la question de l'envie au démarrage. Bah, je te remercie pour cette belle conclusion. J'ai aussi J'ai une passé- question qui est restée, pardon, sans réponse et qui est très importante. Romain, j'ai eu la question qui est où est-ce qu'on peut apprendre à faire ce truc génial que tu fais? Et bah c'est ça donc ce que j'ai fait ça s'appelle du parler dessiné. Si vous connaissez pas cette discipline, c'est tiré de la facilitation graphique. Si vous voulez voilà, je vais faire mon instant promo. Si vous voulez, vous allez sur supertil.fr et puis vous trouverez toutes les informations pour pour faire ça. C'est à la portée de tous. C'est largement faisable. C'est comme tout, ça demande du travail. Donc, faut pas hésiter. Suivre les formations de Romain. Merci, Julie. Merci à tous. Merci beaucoup, Romain, pour cette conférence. On a vraiment apprécié. Et j'espère Merci te beaucoup. revoir très bientôt.